Bonjour à tous et à toutes ici ce soir. Je vais commencer par remercier très profondément le gouvernement d'Andorre et également les organisatrices de l'université d'été que je ne connaissais pas avant de venir ici pour la première fois et que je trouve être un très bel événement, très ouvert et très bien réussi. Donc merci pour l'invitation. Je vais donc avoir un autre point de vue, mais qui répond de façon très forte, c'est assez étonnant, à la présentation précédente, puisque moi aussi, je vais vous donner un exemple sur une fabrication de prothèses, par exemple. Donc je suis frappée déjà de voir que nous vivons dans un petit monde des expérimentations et des façons d'innover socialement aujourd'hui. Parce que les pratiques, et je vais revenir là-dessus, semblent circuler très vite. Voilà. Donc je vais vous dire tout d'abord un tout petit peu d'où je parle après l'introduction. Donc je suis chercheur, sociologue, c'est-à-dire que je mène des programmes d'enquête avec mon laboratoire. On a une centaine de chercheurs au LIS, au CNAM, depuis maintenant la fin des années 90, début des années 2000, surtout au départ dans les entreprises, dans les mondes du travail informatique. Je suis sociologue du travail, donc ce qui m'intéresse depuis longtemps, ce sont les futurs du travail et les transformations du travail. Pour une raison très simple qu'on oublie parfois, parce que tout le monde s'intéresse à cette question, c'est que la grande majorité des êtres humains sur Terre ont besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et pour survivre ou pour vivre. Et dans les univers du futur qu'on dessine aujourd'hui, que ce soit à Boston, l'intelligence artificielle, on essaye d'imaginer, parmi les utopies ou les dystopies, des mondes où le travail risquerait de disparaître. Et on est très préoccupé, d'un côté, par les grandes plateformes, Uber, etc., qui créent du travail précaire, de l'autre côté, par l'intelligence artificielle, la robotisation, qui pourrait faire disparaître le travail. Et je trouve, et ça a été mon rôle de sociologue, qu'on ne voit pas, c'est ce que disait l'intervenant précédent, on ne voit pas qu'il y a des grassroots mouvements ou des mondes sociaux, de hackers, des mondes sociaux de sciences sociales, des mondes sociaux d'ingénieurs, qui décident, comme à Détroit, le revival de Détroit est dû à ça, qui décident de façon citoyenne, de façon professionnelle, par des entreprises, des start-up parfois, de s'emparer de la puissance d'Internet pour essayer de construire d'autres façons de travailler, d'autres façons de produire, de fabriquer des biens de première nécessité et d'autres façons de collaborer ou de vivre ensemble. Donc mon point de départ, c'est celui-là, la sociologue du travail, qui travaille sur les grandes entreprises, McKinsey, BCG, les grands mondes du travail, qui se dit qu'il se passe quelque chose à côté. Et c'est dans ce à côté, ces interstices, dit Olin Wright, ce penseur des utopies qui a disparu il n'y a pas très longtemps, dans ce à côté que je suis allée voir dans une enquête qui a commencé au début des années 2010, dans le monde entier, une trentaine de centres de makerspace, de Fab Lab, mais qui a démarré historiquement pour le mouvement sur la côte est de Boston. Donc à l'occasion du séjour que je faisais, où j'enseignais à Harvard, je suis allée enquêter dans ces lieux et sur cet écosystème collaboratif qui se construit sur la côte est américaine. Alors, je vais commencer par faire deux remarques introductives dans cet exposé. La première, c'est se rendre compte que quand on parle de transformation du travail, on parle beaucoup de transformation du droit du travail, de ce qui se passe avec les démocraties sociales, puisque finalement, depuis un siècle, on a conçu tous nos systèmes de protection sociale, assurantielle, mais aussi de méritocratie autour du travail, puisque les droits sont associés à l'activité, la retraite, etc. Et qu'est-ce qui se passe si on retire le travail salarié du système ? Donc, première remarque, cette histoire, elle n'est pas si longue que ça.
À gauche, là-haut, vous avez la Ford T, une chaîne de la voiture automobile. Ce sont les années 20, Taylorisme. Et puis, en un siècle, on est passé à d'autres façons de travailler, d'autres robotisations. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème de robotisation. On a déjà dit que le travail allait disparaître. Et les usines se sont automatisées, etc. Les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail. Et puis, on est arrivé à ces coworking spaces, ces espaces où tout le monde a son casque parfois, son ordi, une grande table commune, partagée, et où on travaille seul, ensemble. Je reprends le titre d'une professeure de sciences sociales au MIT, à Boston, Alone Together, qui caractérise, elle est psychanalyste, qui caractérise d'après elle le monde du travail aujourd'hui. Ça s'est individualisé de façon très forte dans des processus qui sont aujourd'hui très individualisés. L'évaluation est individuelle, les indicateurs de performance sont individuels et on travaille avec plus de concurrence parfois et beaucoup plus de processus, seuls, ensemble. Deuxième remarque introductive, c'est qu'effectivement, on vit une période de bouleversement rapide. Seulement, ouvrons la boîte noire de ces bouleversements. Tout n'est pas nouveau dans le changement, notre perception des changements. Tout n'est pas ancien, il y a des continuités qui ont commencé avant Internet, les modernisations de l'entreprise, le capital financier, etc. Ça a commencé bien avant Internet, c'est les années 80 par exemple. La contre-culture, le fait de ne pas avoir de chef dans la Silicon Valley et les startups, c'est les années 70 et 60-70. Donc on a des fils de continuité de transformation. Et moi, je résiste beaucoup à l'idée, à dire que tout change en ce moment. Néanmoins, on a eu une accélération d'un certain nombre de processus. Donc, pour rappel, 95 Internet et le web, 25 ans. Voilà. Mais 98, la création de Google, ou des moteurs de recherche. À ce moment-là, on est dans l'utopie numérique. C'est-à-dire que Internet est une formidable outil de démocratisation d'accès au savoir et au bien commun de la connaissance. Tout le monde va pouvoir apprendre, s'auto-former en ligne, tout le monde va pouvoir avoir accès à des tas de choses. On l'a vu dans la présentation précédente, les licences libres, c'est-à-dire ces modèles, ces logiciels libres, Linux, c'est 91, c'est avant Internet. Donc l'idée qu'on peut mettre en commun de la connaissance et que tout le monde peut avoir accès à des outils d'apprentissage, à des plans pour construire des prothèses libres de propriété et de droit, qu'on peut sortir de la propriété individuelle grâce à Internet n'importe où dans le monde, existe depuis une trentaine d'années. 2004, c'est l'euphorie. On parle d'une économie de partage, la sharing economy. Je peux, Internet, c'est formidable. Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue économique? Ça diminue les coûts de production, les coûts de l'information. C'est-à-dire qu'instantanément, je peux savoir qui a du temps de perceuse libre dans 5 minutes à pied autour de chez moi. Et je peux entrer en communication et emprunter la perceuse de mon voisin. Dormir dans une ville que je ne connais pas, sur le canapé de quelqu'un qui va peut-être me le prêter gratuitement, le coach surfing. Donc on est en plein dans une économie gratuite de partage citoyenne, un temps de voiture, blablacar. Et puis boum, tout d'un coup apparaissent les réseaux sociaux qui renforcent ce système de partage. On a les manifestations Facebook, les flash mobs qui se développent, donc la rapidité de se mettre en commun, et ensuite les plateformes propriétaires. Alors j'utilise à dessein le terme de plateforme propriétaire, parce que dans le langage habituel, on parle de plateformisation de l'économie, de plateformes, mais il y a aussi des plateformes coopératives. Il y a aussi des plateformes qui fonctionnent sur des systèmes de commun partagés, sans propriété individuelle ou du fondateur. Donc les plateformes propriétaires, c'est Uber et Airbnb. Depuis 2015, on a une contre-réponse, le mouvement du platform cooperativism. Donc ça donne quoi? La ville d'Austin aux États-Unis a chassé Uber et Lyft et a dit mais bon sang,
On peut faire une plateforme nous-mêmes et prendre les 20% ou les 30% qu'ils prélèvent, voire plus, et le redistribuer entre tous les chauffeurs au sein d'une coopérative de chauffeurs. Donc il n'y a que des coopératives, des plateformes de coopératives dans la ville d'Austin. New York a trouvé une autre solution et d'autres villes ont trouvé d'autres solutions de rapport aux plateformes. Ce mouvement est mené par différentes personnes, Trevor Halls. Moi j'ai retenu le nom de Michel Bowens qui essaie d'écrire une économie contributive des communs autour de ce fonctionnement des plateformes coopératives. Et depuis 2000, alors les communs sont devenus une notion forte. Les communs, c'est un mouvement qui fonctionne aussi autour de l'idée qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'usage des biens matériels et qu'il ne faut plus de propriété individuelle parce que ça limite en fait la richesse des individus, qu'on peut partager les biens, les voitures, les vélos, le temps de perceuse, et que dans ce cas, il faut inventer une propriété collective avec un droit d'usage. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009 avec Williamson, a eu ce prix Nobel grâce à ces travaux qu'elle avait fait aux États-Unis sur des commons, mais sur leur gouvernance, parce que ça pose des tas de problèmes de gouvernance. Et donc la connaissance et l'idée de comment gouverner, quel doit être le pouvoir, les règles de fonctionnement de ces communs pour qu'ils ne disparaissent pas, ne s'usent pas, est un mouvement très fort depuis 2015. Et depuis 2005, on a aux États-Unis un mouvement qui s'appelle le mouvement Maker et dont je vais vous parler. Donc je vais continuer en essayant de traiter les 4 points qui sont ici, dans le temps qui m'est imparti. La première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, se méfier, on est dans un monde d'expérimentation, on voit, il y a beaucoup d'expérimentation, mais on est obligé de faire de l'histoire dans ces moments-là, et de comprendre pour essayer de recadrer et pas avoir l'impression qu'on est dans du nouveau tout le temps. Donc je vais refaire très brièvement un peu d'histoire, ensuite revenir sur l'écosystème du Grand Boston, m'intéresser à un cas particulier d'un makerspace et surtout comment on y travaille, montrer les outils de collaboration et de travail, et enfin m'interroger en sociologue sur l'invention de modèles de travail. Alors, premier moment de prise de recul, en fait. De quoi parle-t-on avec ces mouvements des communs collaboratifs, etc. Si on essaie de se replacer un peu sur une histoire intellectuelle, en fait, ou une histoire industrielle et économique de nos modes d'organisation. La première chose, un rappel très vite, parce que ce sont des choses que vous connaissez, c'est qu'en fait, on a changé plusieurs fois depuis la Ford-T de mode d'organisation du travail, mais de façon radicale. C'est-à-dire que d'abord, pour Fernand Braudel, on ne pouvait pas vraiment parler d'entreprise ou de grande entreprise industrielle avant qu'on ait concentré tous les travailleurs dans un même lieu. Ce qu'il nous explique dans son histoire du capitalisme sur 4 siècles, c'est que la concentration financière, elle existait depuis longtemps. C'était les marchands fabricants du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui se mettaient en réseau pour les navires, pour le tissu, etc. Et que la concentration donc marchande existait. C'est au moment où on met tout le monde dans un même lieu, corps à corps, avec des chefs, et un contrôle des corps, un contrôle des processus de travail, qu'on invente la grande entreprise, ça y est, et un contrôle hiérarchique vertical, qui n'existait pas avant, on avait des sous-traitants. Donc, la naissance de l'entreprise, elle est autour, et des institutions du 19e, c'est l'État, c'est la grande bureaucratie. Regardons Max Weber, c'était déjà un principe d'organisation verticale, hiérarchique, avec une séparation entre décision et exécution. Ça ne marche plus dans les années 50. C'est-à-dire qu'on on va déjà passer à un fonctionnement qui s'appelle la forme M dans les entreprises, c'est-à-dire un fonctionnement matriciel. Et on était dans la forme géographique, la forme hiérarchique pure, elle était géographique, liée au territoire. Ensuite, on va arriver à des entreprises en réseau dans les grandes entreprises.
Après, on va arriver sur cette idée qu'il faut tout réorganiser autour de projets. Ce sont les organisations en projet. En plus, il y a la globalisation, à partir des années 80, la troisième, en fait, mondialisation dans l'histoire. Et à ce moment-là, on invente une division internationale du travail, c'est-à-dire qu'on décentre tout, et les plateformes informatiques apparaissent. C'est les années 90, avant les plateformes Uber, etc. Et enfin, plus près de nous, dans les grandes entreprises, on se dit il faut supprimer les chefs. Il faut arriver à un fonctionnement holacratique. Donc Zappos, aux États-Unis, 3000 salariés, a supprimé tous les chefs. Dans l'entreprise, bon, ils viennent d'arrêter l'expérience, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ça a duré 3 ans. Et le do-it-yourself, etc. Alors, pourquoi j'historicise comme ça? Parce qu'en fait, le mouvement maker va partir de cette histoire. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'avec l'invention des inventions technologiques nouvelles, il y a Internet, mais il y a ce qui vous a été décrit avant, l'imprimante 3D. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une imprimante 3D ici? Qui sait lever la main? Tout le monde sait. Donc cette imprimante, on met de la matière et ça imprime des objets en 3 dimensions. Donc avec cette invention 2010, c'est dans les makerspaces qu'on l'invente. Il y a 2 façons de fabriquer le canard. Avant, dans l'histoire que je viens de vous raconter, depuis la Forte, on fait des économies d'échelle. On fait un moule qui va coûter 10 000 $. Et puis ensuite, on va produire des centaines et des centaines d'unités au prix de 20 centimes pièce. Donc il y a un moment où ça bascule, c'est-à-dire le prix de revient en comptabilité. C'est-à-dire un moment où ça devient rentable et il faut en vendre beaucoup. Le modèle de l'imprimante 3D, c'est qu'en fait, on construit un canard en le prototypant à 20 $ pièce. Donc c'est pour ça que ce que vous a été présenté auparavant est possible, c'est-à-dire qu'il y a une vraie économie derrière. On peut faire des tuyaux qui rendent l'eau potable à 3 $ au lieu de 50. Ce n'est pas seulement une marge de profit, c'est que économiquement, le modèle d'affaires est moins coûteux sur des petites séries. Alors, ça, je ne suis pas la seule à le dire. Le gouvernement chinois, en 2015, a décidé de transformer Shenzhen, qui est en fait la grande région de production de microélectronique internationale qui exporte partout, d'arrêter le système avec économie d'échelle d'usine et de tout transformer en le plus grand makerspace du monde. Donc c'est un système de production qui prototype et fait des petites séries, 1 à 10 modèles. Exactement ce qui vous a été présenté auparavant. C'est-à-dire, on peut prototyper et ensuite reproduire à partir d'un modèle des petites séries. En France, il y a une politique des Fab Labs et des Makerspaces aussi depuis 2013, avec beaucoup de politique d'investissement. On a aujourd'hui plus de 600 Fab Labs, donc c'est ces lieux, je vais arriver dessus tout de suite, ces lieux où il y a des machines, où on peut prototyper, il y a des imprimantes 3D. En France, ça veut dire que chaque ville moyenne a au moins un Fab Lab. Et au niveau local, donc dans l'exemple français, il y a une politique de la ville qui a créé un réseau qui s'appelle Fab City, avec des villes en France mais aussi à l'étranger, pour le plan est de mettre en réseau ces lieux, ces communs collaboratifs, mais aussi avec des Fab Labs, des recycleries qui récupèrent des objets, pour recréer de l'emploi industriel, manufacturier en ville. Donc c'est dans une vision de recréation d'emplois. Alors, quels sont les enjeux sociaux autour de ça? Et permettez-moi de citer un certain nombre d'enjeux sociologiques par rapport à ça pour la sociologue que je suis. C'est très perturbant, ces modes de fonctionnement. D'abord parce qu'on a, depuis plus d'un siècle, construit des catégories d'action publique et des catégories d'analyse pour toutes nos politiques sociales et nos politiques d'action publique qui sont fondées sur une certaine définition du travail. Et il y a une séparation, par exemple, de la vie privée
de la sphère privée et de la sphère productive. Ça a été pour ça que c'est un très gros problème pour les femmes, puisqu'on sépare reproduction, vie privée, le travail à domicile n'est pas comptabilisé dans le travail productif. C'est un exemple, mais ça veut dire que quand même, là, on est dans ce qu'on appelle en France des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où on ne sait pas très bien si c'est des lieux productifs, des associations du loisir ou des travails, et on ne sait pas les classer. Mais il y a aussi du travail gratuit et en même temps du travail rémunéré. Il y a des start-up dans ces lieux, il y a des incubateurs. Mais il y a aussi du travail gratuit, de la collaboration gratuite. C'est mixte. Et en même temps, on ne sait plus si c'est de la vie professionnelle ou privée. Il y a des gens qui se forment là, qui se transforment, des chômeurs qui viennent, qui sortent avec un travail, des start-up qui créent de l'emploi. Mais en même temps, il y a des gens qui bricolent, qui réparent des choses pour la maison. Donc nos catégories et nos frontières et dichotomies, mais qui sont celles de l'action publique, sont déjà brouillées. Il y a un deuxième niveau qui est que on se demande si ça ne dépasse pas l'échelle de nos catégories de pensée, puisqu'on parle d'une reconfiguration du capitalisme industriel. C'est pour ça que The Economist a fait un numéro spécial à un moment donné en parlant de la troisième révolution industrielle, puisqu'on est en train de changer la chaîne globale de production. On peut tout relocaliser, on peut tout mettre à une échelle locale, alors pas les avions, mais la construction de machines à laver, on n'en est pas loin, les vélos c'est déjà fait, les maisons, on peut les construire. Et enfin, la dernière chose, c'est que s'invente, on l'a senti très fortement, je pense dans la présentation précédente, une autre forme de sociabilité et d'individualité, une autre articulation entre l'individu et le collectif. Ces projets peuvent être très individuels, fondés sur, et en même temps, on va construire une forme de sociabilité bienveillante, de partage, qui articule un fort individualisme. On peut avoir besoin tout simplement d'eau potable et pas des autres choses. On ne va pas se travailler ensemble juste pour travailler ensemble. On a des besoins réels individuels et en même temps d'autres formes d'articuler donc le collectif et les institutions. Donc tout ça est perturbant. Si je veux résumer, je dirais que nos catégories d'analyse sont bousculées de façon forte. Je vais prendre mes lunettes, c'est écrit plus petit. Donc travail-loisir, ça ne marche plus. Consommation-production, on l'a compris, ça ne marche plus. C'est cette ligne-là sur laquelle les makers interviennent. Travail informel, domestique, travail salarié, c'est pas pertinent. Formation-travail, la ligne formation-travail est bousculée. On a des Fab Labs aujourd'hui dans les universités. Marchand gratuit, le privé professionnel, ce commun qui émerge entre public et privé. Et puis, je vais continuer là-dessus. Les catégories d'analyse qu'on avait entre firmes, marché, réseau et communauté sont aussi bousculées. Alors, je continue, on arrive à Boston. Donc, Boston, c'est 36 universités pour 600 000 habitants, avec un surnom dont Boston est très fier, d'Athènes du Nord, des consultants qui viennent de McKinsey ou BCG qui visitent, ne comprennent pas comment les gens travaillent, ils vont au Broad Institute, l'Institut de recherche pour le cancer, tout est ouvert, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut avoir accès aux données, il n'y a pas de badge, il n'y a pas de secret. Et des chercheurs dans l'industrie pharmaceutique disaient « mais c'est la Renaissance italienne, je ne comprends rien. Comment font les gens, ils ont l'air de travailler complètement autrement. » Donc il y a un écosystème qui s'est construit autour de Kendall Square, c'est 10 minutes autour du MIT, qui m'a intéressée. Alors, il y a une histoire, donc là je vous mets brièvement la liste des lieux que je suis allée étudier, soit en observation participante, soit en rencontrant des gens, en faisant des interviews. Mais ce qui est intéressant, là en bas, tout en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le Media Lab. Donc ce sont des laboratoires dont les parties dangereuses sont fermées, mais il y a des parties où tout le monde peut rentrer. Vous venez de la rue, vous rentrez dans le laboratoire. Et tout est sous verre, transparent, c'est-à-dire qu'on voit les gens travailler. Donc ces formes de fonctionnement, ce n'est pas que des locaux,
ça va avec un ensemble d'autres dispositifs. Alors, on est dans une vieille tradition dans le Massachusetts, c'est pour ça que je vais revenir. On est dans une tradition, en fait, où on a eu le premier philosophe américain, Emerson, qui prônait une notion qui reste prégnante dans la région, qui s'appelle la self-reliance, compter sur soi. On l'a traduit en français par confiance en soi. Mais self-reliance, ça a plus à voir avec la capacité à penser par soi-même et la capacité à être autonome, c'est-à-dire non dépendant de qui que ce soit, de ne compter que sur soi, voire en autarcie, qu'avec de la confiance au sens psychologique du terme. Donc c'est quelque chose qui prône dans une Amérique victorienne en disant il faut s'isoler du monde social parce que c'est pas possible, on ne pense pas par soi-même, on ne construit pas par soi-même. Donc c'est un monde où il y a cette volonté de construire par soi-même. Vous avez quelqu'un qui est à la mode en ce moment, qui est Henri David Thoreau. Dans toutes les librairies, vous avez des petits bouquins sur Walden 2, etc. C'est quelqu'un qui s'est, avec la philosophie d'Emerson, qui s'est retiré dans les bois pour vivre tout seul, de façon autonome, en construisant lui-même sa maison. Donc l'esprit maker, sur lequel on va arriver, américain, a des racines historiques, longues et anciennes. C'est pas les mêmes à Dakar, c'est pas les mêmes en Amérique latine, mais il y a une racine spécifique qui explique que le mouvement a pu se développer d'un point de vue institutionnel là également. Je vais passer, mais si on remonte encore plus loin, les Shakers qui ont débarqué sur la côte du Massachusetts à Boston au XVIIIe siècle, c'était une petite secte protestante menée par une femme, Anne Lee, qui était une secte très bizarre, mais qui voulait vivre en autarcie, assez ascétique. Ils ont inventé la pince à linge, ils ont inventé le fauteuil à bascule, et les meubles qu'on rencontre aujourd'hui sur la côte Est sont encore des meubles qui construisaient dans un esprit d'utilité et d'esthétique en même temps. Le mouvement Arts and Crafts, c'est aussi la région. Donc tout ça est dans l'esprit maker, se débrouiller soi-même, faire des choses utiles et de façon en autarcie. Le monde maker. 2005, la revue MEC, ce que vous voyez à droite, est fondée par Dale Dougherty aux États-Unis. Ça va devenir l'un des premiers repères culturels de tous les gens qui bricolent ou inventent dans leur coin et qui trafiquent des objets et qui essaient d'en faire quelque chose. Et puis, vous voyez Wired, donc la revue phare de la Silicon Valley, qui aussi se branche sur le mouvement maker. Sur la photo, là, il y a le jeune homme que vous voyez, c'est Nicolas Huchet. Et Nicolas Huchet, c'est un jeune homme de Rennes qui pousse en 2013, si je me souviens bien, la porte d'un Fab Lab, donc ces espaces où il y a des machines en commun et à usage collaboratif. Et l'histoire est plutôt triste au départ parce qu'il est handicapé. À 18 ans, il a eu un accident et il a perdu une main. Et là, il voit des imprimantes 3D, il discute avec les gens sur place. Et comme ça vous a été dit, puis tout d'un coup, il se dit, bah, avec l'imprimante 3D, je peux construire des doigts, des phalanges, et je peux les articuler avec du fil de pêche. Donc il invente un modèle à 250 €, 200 € au lieu de 20 000 à 60 000 pour une prothèse de main. Il fait ça dans son coin. Il publicise, parce que c'est comme ça que ça marche dans un makerspace, un Fab Lab. On documente le modèle en libre, c'est-à-dire tout le monde peut télécharger le modèle et l'utiliser pour soi sur Internet. Le MIT le repère, lui décerne un prix et le magazine Make fait sa couverture sur lui. Donc on est dans un monde bottom-up, c'est pas tout le monde qui a cette histoire bien sûr, mais on voit que le monde démarre avec l'idée. En 2015, Obama déclare les États-Unis n'ont pas de Startup Nation, comme en France, mais de Makers Nation. Et organise des journées des makers à la Maison-Blanche. Ça s'est arrêté après, mais l'idée est qu'il y a quelque chose dans l'incapacité, ce qui a été dit avant, des institutions à résoudre les questions
du travail et de la production dans des zones comme Détroit, comme la Louisiane, qui sont en difficulté, il y a peut-être quelque chose qui peut émerger des initiatives citoyennes avec des nouvelles pratiques en mettant la puissance d'Internet, des imprimantes 3D, au service de la population. Ça s'est passé à Détroit, puisque l'entreprise Shinola, qui est une grande entreprise internationale, est née comme ça. Ils se sont dit, on va aller là-bas, dans un makerspace, on fait une petite start-up. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des ouvriers de l'automobile. Les ouvriers d'automobile, ils ont des compétences clés, techniques, manuelles, et ils se sont mis à faire des montres de luxe, des vélos personnalisés de luxe, qui demandent tous une grande compétence manuelle, et puis de la papeterie de luxe. C'est aujourd'hui une grande entreprise internationale qui fonctionne très bien. Alors, un makerspace à Somerville, à côté de Boston, qui en fait regroupe, c'est plus de 3000 mètres carrés, et il y a des centaines d'artisans qui sont là, qui utilisent les machines. Ça ressemble à des grands hangars, il y a des box de 4 mètres carrés individuels qui peuvent être liés. À droite, vous avez le plan, mais je ne sais pas si on le voit très bien. C'est-à-dire qu'il y a des endroits avec des box individuels et une deuxième partie qui est là à droite du plan avec des énormes machines. Vous avez des découpeuses laser qui font la taille de cette estrade. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des murs de maison en bois. Donc il faut pouvoir les découper des objets de grande taille. Vous avez des fraiseuses numériques et vous avez des imprimantes 3D. Donc on fait de la conception par ordinateur, il y a des salles de formation et il y a deux systèmes économiques. Un système collaboratif, c'est-à-dire tout est gratuit, on donne du temps à l'accueil, en formation, en partage et on a accès aux lieux gratuitement. Et un système payant. On n'a pas le temps, on paie un coût de membre ou le temps d'utilisation des machines ou on paie la formation. Donc c'est pour ça que le marchand gratuit est difficile. Vous avez deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Alors, c'est comme ça que ce makerspace se définit à Somerville comme une convergence en fait des hackers informatiques et des métiers artisans traditionnels. Donc avec l'idée que si on se met en réseau, un peu comme les marchands fabricants du 19e, on ne va pas se faire exploiter par des plateformes, on va créer des formes de communs coopératifs où on va échanger et partager et utiliser la puissance d'Internet pour inventer un nouveau modèle productif. Donc les artisans vont pouvoir vendre plus ou créer des choses donc c'est l'idée d'utiliser autrement donc, cette puissance économique. Alors, 5 principes. Je vais peut-être commencer. Qu'est-ce qu'un makerspace quand même? Donc, c'est une organisation ouverte, on l'a vu. Ce n'est pas fermé comme une entreprise qui rassemble des individus qui viennent avec un projet de fabrication. C'est un lieu physique, on l'a vu aussi, c'est qui peut être éphémère ou long, où on partage et utilise des ressources. C'est souvent, en France, une association à but non lucratif. Au Sénégal, ce sont des entreprises, mais où on redistribue le capital entre les membres. Aux États-Unis, c'est des entreprises ou des statuts associatifs, suivant les cas. Et puis, c'est surtout des lieux de promotion où on apprend à produire et à travailler ensemble autrement. C'est ce qui vous a été décrit juste avant. Ça promeut des valeurs, de la gratuité, de la non-propriété, du non-égo, il n'y a pas de chef, un fonctionnement horizontal. On apprend à travailler comme ça, en même temps qu'on produit des objets. Donc il y a deux productions, la production d'une autre forme de travail et des productions matérielles dans ces lieux. Et on y rencontre donc ce qu'on appelle le do-it-yourself et le do-it-with-others, le DIWO, fabriquer par soi-même ou fabriquer par soi-même avec les autres, ou grâce aux autres. Je ne vais pas rentrer trop longtemps parce que je vais dépasser mon temps sur les différences, mais on a des tas en fait de traditions pour ces lieux. Il y a des hackerspaces qui sont un peu différents, on fait plutôt de l'informatique, des Fab Labs qui ont été créés au MIT avec une charte
Et il y a tout un réseau, il y a une Fab Foundation aux États-Unis, à Boston, qui organise des rendez-vous annuels. Et il y a les tech shops qui sont payants. En fait, on est dans les mondes publics, dans les pays où on a visité, dans des batailles de standards et de dénominations aujourd'hui. Tout le monde s'appelle Lab, dans les entreprises ou ailleurs. Tout le monde fait des laboratoires sur des choses qui pouvaient se faire avant, mais sans changer les façons de faire. Mais il y en a partout. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est quelle proximité culturelle et quelles ressources on a. Ces labs, ils peuvent être adossés à des universités, à l'État, à des communes, à des grandes organisations internationales ou à des mondes comme les mondes hackers. Et là, on a en fait toujours des réseaux de ressources extérieures, des mondes sociaux qui peuvent appartenir soit au monde du privé, des entreprises aussi, soit à l'université, soit à des institutions, etc. Et donc on a une architecture qui est en train de se dessiner. Il y a moins d'un mois, le gouvernement Macron a annoncé, je crois que c'est 70 millions de financement de réseaux, de coworking space, de labs, etc., pour aider à l'organisation, la structuration. Je reviens juste sur les principes. Donc, c'est ça qu'on ne voit pas tout de suite, parce que quand on rentre dans ces lieux, on se dit qu'est-ce que ça peut faire. Donc, le premier principe, c'est qu'il s'agit d'autoproduction, de fabrication personnelle et de circuits courts. L'idée, on l'a vu, c'est pas de fabriquer pour 10 000 $. L'idée, c'est de fabriquer sur place avec les moyens qu'on a et de démocratiser la production. Donc, il y a un discours derrière, une utopie, qui est de se réapproprier la chaîne productive. Et on a une démocratie des droits, on a des droits civiques, on a des droits fondamentaux, on a des droits humains, mais on n'a pas des droits à l'objet. C'est-à-dire qu'on est dépendant du service après-vente d'Apple quand son iPhone est cassé, et on nous capte, et dépendant du marché qui nous impose un produit qui n'est pas personnalisé, et dépendant du prix qui est plus élevé que ce qu'on voudrait payer. Et ce n'est pas la concurrence qui va régler ça. C'est que se réapproprier en fait l'objet, pouvoir le bricoler. Donc il y a un principe très fort de démocratisation de la production et de la consommation. Ensuite, le deuxième, donc c'est ce que je viens de dire, démocratiser les objets, réparer. Faire par soi-même, ce principe-là, ça veut dire aussi se libérer de toute la division du travail. En fait, je vais le dire maintenant, on a les plateformes, les grandes plateformes informatiques, qui utilisent des travailleurs en Inde, à Bangalore, et ils standardisent la production. Uber utilise des livreurs partout dans le monde. C'est une division du travail globalisée avec des micro-tâches. Des tâches de plus en plus standardisées, petites, déqualifiées. Donc la division du travail, elle est allée vers ça. Durkheim le disait à la fin du 19e, il disait « Attention à la division du travail ». C'est dans son dernier chapitre de la division du travail, les formes anormales de la division du travail. Il nous dit « Si on va trop loin dans la division des tâches, on va perdre le sens ». Et on va perdre le sens, et donc ce ne sera plus possible, il y aura un conflit et de la violence entre les ouvriers ou les gens qui font et ceux qui divisent le travail. Ce que font les makers, ils disent on arrête tout. Il n'y a plus de division du travail, il n'y a plus de chaîne, puisqu'on fabrique soi-même. Donc ça permet de sortir de la division du travail, cette histoire d'un siècle, et de sortir des hiérarchies, cette autre histoire d'un siècle. Je rappelle qu'en France, avant 1830, le terme hiérarchie, ça désigne la hiérarchie des anges, de l'ordre des anges, et l'Église. Ça n'existe pas de façon laïcisée. Donc on a inventé la hiérarchie au 19e. Et ce système-là, les makers disent, on arrête avec la verticalité et la coordination hiérarchique, et on arrête avec la division du travail. Donc c'est pour le dire en tant que sociologue du travail, mais c'est difficile de contester que c'est ça qui se passe dans ce type de production. Le quatrième principe, il est important, et on l'a vu très très clairement dans l'exposé précédent, c'est que ce système fonctionne sur une auto-reproduction des expérimentations.
C'est-à-dire, si on crée un lab, les gens qui créent le lab vont en créer un autre, et vont en créer un autre, et vont en créer un autre. Une des premières imprimantes 3D, ça s'appelle la RepCap, c'est une imprimante 3D qui, quand on la branche, la première chose qu'elle fait, c'est construire une autre imprimante 3D comme elle. Donc l'idée de l'auto-reproduction et l'autodiffusion, c'est une idée clé de cette culture du travail. Tout ce qui est fait pour une diffusion extrêmement rapide. C'est pour ça qu'en fait, quand on voit un lab, on ne peut pas comprendre le lab si on le voit qu'au niveau local. Ce sont à la fois des expériences extrêmement localisées, avec des communautés locales, mais qui sont en permanence, à la seconde, en lien avec deux niveaux, le transnational et le global. Et transnational et global, ce n'est pas la même chose. Le mouvement Maker est un mouvement transnational, c'est-à-dire qui échappe aux nations, qui se regroupe tous les ans dans des camps où tous les Fab Labs se rencontrent, tous les makerspaces se rencontrent pour échanger des pratiques, des best practices et diffuser les façons de faire, les modèles économiques. Donc il y a des Fab 12, 13, 15 et puis il y a des camps qui apprennent ces techniques et apprennent comment construire des modèles d'affaires efficaces. Et enfin, le dernier qui m'a beaucoup intéressé en ce qui me concerne, c'est que d'une certaine façon, ce que font les makers, c'est de recréer une forme d'humanisme technologique. Tout le discours dominant nous dit la technique va se substituer à l'humain. Le travail, l'intelligence artificielle va domestiquer l'humain. L'humain va être un complément, les micro-tâches sur YouTube, etc., le travail derrière l'intelligence artificielle, c'est un complément de ce qui ne marche pas dans l'intelligence artificielle. Et ça va être un travail complètement dominé par les failles de la machine. Les makers, en faisant, ils nous disent, nous on crée un monde, on veut créer quelque chose où la technique est au service d'un fonctionnement profondément humain. Et profondément humain, ça veut dire ma créativité personnelle, me construire, me développer en construisant, c'est la philosophie d'Emerson. On se construit quand on est un peu cassé par la vie des choses sociales, on se reconstruit en construisant soi-même. C'est des philosophies de psychologie de développement personnel et qui reposent sur des choses profondément humaines. Le rapport à l'objet, le rapport aux besoins premiers, manger, l'eau potable, etc. Et puis le rapport à la créativité, à cet homo faber que racontait Hannah Arendt, c'est-à-dire que l'outil doit être la prolongation de la main. Et sinon, le travail devient aliénation. Et là, on est dans l'empowerment et dans de la puissance, de la puissance humaine à agir. Donc ce sont ces choses-là qu'on a senties très fortement, en tout cas que moi j'ai senti très fortement dans l'exposé, tous ces visages qui, ensemble, avec la bienveillance des autres, se mettent à... Tous ces enfants, certains handicapés qui se mettent à faire quelque chose, à créer, à réaliser, etc. Avant, on faisait un dessin. Aujourd'hui, on crée sa prothèse. Ça serait dommage de ne pas mettre ces outils à la portée de tout le monde. Ça, c'est la vue d'un hackerspace qui est Northbridge aux États-Unis. Et puis quelques photos pour continuer. Donc ça, ce sont tous les hackerspaces et makerspaces dans le monde en 2017. 3000, ça bouge tout le temps. Et puis c'est difficile à comptabiliser. Je ne suis pas sûre que j'ai comptabilisé ceux d'Amérique latine. J'aurais bien aimé rencontrer Pablo avant le livre qui est sorti l'an dernier. Il y a toute une série de technologies qui sont expérimentées là et de savoirs divers. Que font les hackers-makers? Ils font du do-it-yourself traditionnel. Alors ça, c'est le bricolage, des chaises, des meubles, des bijoux, des vélos, de l'art. Vous savez, ces grandes machines articulées en bois, dinosaures qui marchent sur la plage avec le vent. Donc, pas d'énergie, voilà. Ils font de l'électronique, des robots, des puces, ils construisent leur ordinateur, de la programmation, du biohacking aujourd'hui, donc ces jardins partagés, la permaculture, l'idée de la ferme individuelle. Paris veut transporter tous les toits en ferme et en jardin potager partagé. Ils font aussi des maisons en béton maintenant, puisqu'il y a des imprimantes en béton qui arrivent, et des ponts à Amsterdam. Très bien.
est-ce qu'on invente des nouveaux modèles de travail et d'organisation? Donc je reprends ma casquette de sociologue de travail. Est-ce que tout ça, finalement, est vraiment nouveau? Voilà. Alors, je repars de mon intuition de départ, seul ensemble, donc ces lieux, voilà, personne ne se parle, tout le monde a l'air concentré, tout le monde produit, et puis de temps en temps, on cède. Alors, j'ai fait de l'observation participante. Donc, à Boston, je suis allée dans un des principaux outils de ces lieux pour travailler, qui sont les hackathons. Tout le monde sait ce qu'est un hackathon? Qui sait ce qu'est un hackathon? Levez la main. D'accord. Donc, un hackathon, c'est une nouvelle façon de faire des réunions et de construire des projets ensemble, qui ont été inventés dans ces lieux. Ça dure en général 3 jours, mais on nous a parlé de 12 jours juste avant, on peut adapter. Et puis là, il s'agissait d'un hackathon donc, à Boston, qui était réalisé par le mouvement Black Lives Matter. Donc ce mouvement, c'était au moment de Ferguson. La police tirait sur les jeunes noirs qui avaient un sweat avec une capuche. Ils avaient peur et ils tiraient. Donc pour les familles des classes moyennes, est-ce que je laisse sortir mon ado avec un sweat à capuche ou j'interdis la capuche? C'était ce type de discussion à ce moment-là. Black Lives Matter, donc mouvement grassroots du débat qui monte et qui se dit on va faire un hackathon avec les chercheurs d'intelligence artificielle. Donc c'est quoi un hackathon? Hack discrimination, une affiche est publiée, viennent tous ceux qui veulent, anciens du MIT, nouveaux du MIT, etc. Donc 160 personnes arrivent, vous les voyez sur l'estrade là, pour réfléchir à comment faire pour empêcher les policiers de tirer. Comment on peut faire pour contrer les biais inconscients de la police. Alors, donc, donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est, on va résoudre nous le problème. Donc, exactement ce qu'il y avait avant. Des groupes se constituent, ils vont travailler. Là, c'est un groupe auquel j'ai participé qui va travailler de façon qui peut être critiquable, puisque ça s'inspire d'une technique qui s'appelle l'haptique en intelligence artificielle, qui est le tissu intelligent, avec des capteurs de stress. Donc l'idée était de construire dans l'uniforme des policiers des capteurs de stress qui informent le policier du moment où il est plus stressé que la normale, et y compris plus stressé que ses collègues, dans une situation qui ne devrait pas faire peur, pour lui dire attention, etc. Donc le projet, c'est fait, mais c'est expérimenté avec la police, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des méthodes pour travailler de façon créative à plusieurs, de façon ouverte. Donc, il y a ces méthodes, c'est le design thinking, dont vous avez déjà entendu parler. Donc, des groupes avec un animateur, vous avez ce document, on vous envoie en enquête le soir pour enquêter sur les besoins des gens. Donc vous allez enquêter auprès de la police ou des gens, etc. Vous venez avec votre enquête et ensuite il y a des étapes à suivre pour élaborer en 3 jours un projet réalisable en ayant étudié sa faisabilité économique. Et à la fin, vous avez un produit. Donc il y avait des gens qui travaillaient avec de la blockchain, avec des tas de choses. Mais surtout, là j'ai présenté très rapidement le hackathon. Donc les groupes se sont fondés de façon spontanée, c'est-à-dire si on s'était réunis, qu'on faisait un hackathon, je vous aurais demandé de venir au tableau présenter un projet que vous avez envie de faire. Et à la fin, les équipes seraient formées. Et après, vous passez 3 jours ensemble à élaborer le projet. À la fin, vous faites une présentation de projet réalisable, et il y a des financeurs dans la salle qui vont financer votre projet. Donc voilà en gros le modèle. Je sais que c'est un peu rapide, mais il y a aussi des unconferences, des endroits où on n'a pas le droit de parler, le contraire de ça. Vous voyez, je suis derrière un pupitre et vous m'écoutez depuis un certain temps et vous ne pouvez pas réagir. 5 minutes de temps de parole et normalement vous réagissez, une unconferences. 5 minutes of fame, est-ce que je pourrais présenter ce que je suis en train de dire en 5 minutes? Peut-être que l'idée principale tiendrait. On peut faire, voilà. Alors, dans ces lieux qui sont quand même des lieux communs, puisqu'on est aussi physiquement ensemble.
Mais vous vous souvenez de ma définition de l'entreprise? On voit bien qu'il y a un problème. Il n'y a plus de concentration physique des travailleurs. Les livreurs Uber, ça ne veut rien dire pour eux. Il n'y a plus la concentration. Ces trois concentrations de brodel, elles sont en train d'éclater. Mais néanmoins, dans les makerspaces, on est ensemble physiquement. Et donc, il faut des règles. Donc là, je vous donne l'Electrolab, qui est le plus grand makerspace de la région parisienne, qui est défini comme un hackerspace. La règle numéro 0, c'est qu'il faut ne pas mettre le feu aux machines et aux autres. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention à la sécurité. Et la deuxième, la règle 1, c'est be excellent to each other, c'est-à-dire soyez très sympa, gentil, bienveillant envers les autres. Et la règle numéro 2, c'est ne nous obligez pas à faire une deuxième règle. Donc on voit bien qu'on est dans un système où on exige des gens qui soient là, qui construisent des relations bilatérales sans conflit et qui gèrent eux-mêmes toutes les difficultés. On peut se disputer pour accéder à une machine, on peut se disputer sur des tas de choses. Donc là, il y a l'idée que la bienveillance est première et en fait, on renvoie le travail de régulation et d'organisation sur les individus. Donc c'est très exigeant pour les personnes. Et on ne sait pas si c'est complètement égalitaire, en vrai. Alors, les codes tacites, et je vais avancer un tout petit peu plus vite, ce sont, là, vous avez une photo du Parlement de Berlin où le Parti pirate était rentré, et ils sont derrière leurs ordinateurs parce qu'aux 80 propositions qu'ils ont à voter, il y a 1500 personnes qui sont derrière avec un logiciel et qui votent. Et ils votent avec leur ballon suivant la décision collective de tout le monde. Donc il y a l'idée d'une démocratie liquide, augmentée, qu'on a vue ailleurs. Autre principe, la duocratie. La duocratie, c'est-à-dire il n'y a pas de chef, c'est celui qui fait qui est chef momentanément, celui qui prend l'initiative. Duocratie. Donc ça a été adopté par les holacraties dans les entreprises par ailleurs. Ça, je vous l'ai déjà dit, on est tout le temps en permanence en lien avec tous les niveaux. Et enfin, je vais arriver à ma conclusion, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, qui était l'interrogation que je posais au départ. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau? Alors pour ça, je vous demanderai de me faire confiance, mais en un siècle de théorie des organisations, c'est mon champ, on a construit des modèles types, des idéotypes. Le modèle du marché est efficient, fonctionne à plusieurs conditions. Un marché doit être ouvert. S'il est trop fermé, ça ne fonctionne pas. Il faut des liens faibles, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir sortir et rentrer dans la relation comme ils veulent, quand ils veulent. Et les relations sont éphémères. La coordination se fait par l'offre et la demande, la régulation par les prix, la décision est individuelle, et on fonctionne sur de l'achat, de la vente et de l'achat. L'acte principal d'échange, c'est de l'achat. L'entreprise, ça c'est Williamson, celui qui était prix Nobel avec Elinor Armstrong en même temps qu'elle, qui l'a démontré. L'entreprise existe en économie parce qu'il est plus profitable ou efficace de fabriquer verticalement. Et quand c'est plus efficace, c'est quand on ne peut pas faire confiance aux fournisseurs. Donc elle est fermée ou semi-fermée avec ses réseaux de fournisseurs. Les liens sont faibles ou forts, mais en fait on finit par s'attacher à son travail et à ses collègues, finalement. Donc il peut y avoir des liens semi-forts. Il y a des hiérarchies et procédures, le système de décision est centralisé ou semi-centralisé, et on fabrique, on produit dans une entreprise, c'est le but. Et dans une communauté, le modèle, la communauté en théorie des organisations, elle est fermée, les liens sont forts, les relations sont basées sur la socialisation forte, affective, l'intégration et l'exclusion et des règles communes, les décisions sont collectives ou sensuelles ou démocratiques. Tout ce qui est souligné dans ce tableau, c'est ce qui se passe dans les makerspaces. Ce sont des communautés, mais elles sont ouvertes. Les liens, on entre en relation comme on veut. Il y a de la bienveillance, mais on peut sortir d'une relation comme on veut, comme sur le marché.
On n'est pas obligé, comme sur Internet. Il y a un troll, vous sortez, vous vous déconnectez. Donc on n'est pas dans des relations de loyauté suivies. Et ça, c'est nouveau, dans une communauté sans loyauté. Et pourtant, c'est une communauté. Les liens peuvent être éphémères. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique. On fait du mec, du projet, ce qui était dans la firme. Et enfin, il y a des mécanismes de socialisation, des règles communes de décision collective, mais bottom-up, qui sont fabriquées bottom-up. Donc, je reste sur une énigme que je partage avec vous, parce que je pense qu'on n'a pas fini de décadrer les catégories d'analyse que nous avons dans les mondes publics, dans les mondes académiques et mondes intellectuels, pour arriver à comprendre ces formes productives et de collaboration qui émergent aujourd'hui. Et je vous remercie.